La TVT au cœur de l'information. Fin des travaux du séminaire gouvernemental, elle a abouti à la signature d'engagement du nouvel exécutif. Victoire Tomega Dogbe et son équipe s'engagent devant le chef de l'État-fort. Et Swazimna Nyasingbe a œuvré inlassablement pour réussir la mission qui leur est confiée, feuille de route à l'appui. Les ministres se disent confiants et prêts pour relever le défi. Vous les entendrez. Voilà pour le sommaire. Où que vous soyez, vous êtes en direct sur la télévision togolaise. Bonsoir, bienvenue dans cette édition. Les travaux du séminaire gouvernemental ont pris fin ce jour à la présidence de la République sous la conduite du chef de l'État-fort et Swazimna Nyasingbe. Cette rencontre de haut niveau a permis de définir les bases de collaboration et surtout de repréciser les principaux challenges qui attendent le nouveau gouvernement. C'est également l'occasion pour les nouveaux ministres de prendre connaissance des dossiers et priorités du nouvel exécutif. Fait inédit, et c'est la toute première fois que l'on a assisté à l'engagement écrit du gouvernement après la présentation de la politique générale du gouvernement. L'engagement qui s'est traduit par une signature. Mais d'abord, la réaction des ministres au micro de Ramdan Bassina. Les 2 jours de travaux ont permis à l'ensemble de l'équipe gouvernementale de mieux s'imprégner de la vision, des ambitions et des objectifs prioritaires du président de la République. Cela nous a permis d'étayer les différents objectifs prioritaires qui sont assignés au gouvernement, conformément naturellement à la vision et aux ambitions du chef de l'État, et qui avait été déclinée à travers la déclaration de politique générale de Madame le Premier ministre. Et donc, sur la base de cette feuille de route gouvernementale, il y a maintenant une feuille de route ministérielle pour chaque membre du gouvernement. Et donc, il y a une appropriation des ambitions et des objectifs d'ensemble. Chaque membre du gouvernement est désormais édifié et sait les responsabilités, les tâches et les objectifs qui lui sont assignés. Cet exercice a été très instructeur et nous a permis de bâtir un esprit d'équipe, un esprit de cohésion et de solidarité. Pendant les 2 jours, nous avons pu partager pour nous, nouveaux ministres, la vision du chef de l'État après la déclaration de politique générale du Premier ministre. Et cette vision déclinée en feuille de route a été pour chacun des départements ministériels l'occasion de présenter ses projets. Il y a 42 projets prioritaires avec 13 réformes. Et donc, on a décliné ces projets pour l'ensemble des départements. Cela permettait de voir les synergies, les interactions et la cohérence de l'ensemble des projets. C'est vraiment un exercice assez utile pour faciliter l'atteinte des objectifs de nos missions. Vous voudriez admettre que gouverner, c'est concevoir, c'est réfléchir, c'est convaincre, c'est concrétiser au service de l'intérêt général. Tel a été le substrat de l'exercice auquel nous nous sommes livrés dans le cadre de ce séminaire gouvernemental qui a duré 2 jours. Et in concreto, qu'avions-nous réalisé au service de nos concitoyens? De prendre en filigrane l'agenda ou les engagements politiques du président de la République déclinés en la déclaration politique de Madame le Premier ministre et d'orienter les différents ministères, non pas de façon isolée, mais en toute cohérence et en toute complémentarité. Nos concitoyens attendent de ce nouveau gouvernement des résultats. Nos concitoyens en appellent à une république exemplaire, modèle
axé sur le résultat. Et il me semble que nous serons à la hauteur de ces attentes. Il faut surtout retenir un exercice collégial, un exercice au cours duquel il a été indiqué aux différents ministres la responsabilité collective tout autant que la responsabilité individuelle dans la mise en œuvre des 42 projets qui vont structurer le mandat présidentiel. L'engagement ne va pas se structurer uniquement autour du ministère de la Communication, mais pour prendre ce ministère de façon spécifique, il s'agit tout simplement de faire en sorte que l'action du gouvernement, l'action de l'État puisse être ressentie sur les 56 600 km² de notre territoire de façon très inclusive. Cela est très important. Il faut que chacun de nos citoyens puisse se reconnaître dans les actions qui vont être menées tout au long du quinquennat. Nous avons été édifiés sur les objectifs précis à atteindre dans les 5 ans à venir. Chaque ministère a été également fixé sur les actions précises, les activités à mener pour atteindre ces objectifs. J'avoue que j'ai été très impressionné. Aujourd'hui, nous sommes appelés à agir en harmonie, dans la solidarité. Chaque ministère devait apporter des appuis à l'autre ministère pour que les résultats soient des résultats collectifs, des résultats partagés, donnant maintenant une autre forme de gouvernance. Le chef de l'État a une vision. Donc sa vision, c'est en premier lieu d'améliorer le bien-être de la population. Et l'énergie est au cœur de cette vision. Parce que sans électricité fiable, à coût abordable et respectueuse de l'environnement, rien n'est possible. Et la vision qu'on a, c'est de pouvoir donner accès à l'électricité à une majorité de la population. L'objectif, c'est d'arriver à, en 2030, avoir 100% d'accès à l'électricité. Donc on va y aller par étapes. Donc on va utiliser différents systèmes technologiques. On va utiliser des systèmes décentralisés quand il le faut, dans les villages éloignés. Et puis on va utiliser des systèmes plus classiques qui sont le raccordement au réseau électrique lorsque ce sera possible. Au cours de ce séminaire, chaque membre du gouvernement a eu l'occasion d'expliquer comment il va réaliser la vision du chef de l'État et qui se rapporte à son département. À l'issue de ces présentations, nous nous sommes rendus compte qu'avec cette nouvelle façon de gérer, non seulement vous avez une mission personnelle, mais vous devez tout faire pour contribuer à la réussite de la mission des autres collègues ministres. Les 2 jours de travaux nous ont permis en fait, d'avoir une visibilité d'ensemble sur l'action gouvernementale et les priorités sur les 5 prochaines années, et aussi de savoir quel sera le rôle de chacun d'entre nous et à travers les ambitions que porte le chef de l'État pour notre pays, et aussi pour que chacun puisse réfléchir à savoir comment matérialiser et concrétiser tout le programme gouvernemental sur le terrain et aussi évaluer les interactions que nous avons entre différents départements. La feuille de route qui est la nôtre est complètement en phase puisqu'il s'agira en fait d'accroître l'inclusion financière dans le pays à travers divers canaux dans le digital, mais également aussi accroître la création d'entreprises formelles dans notre société. Et je vous le disais, fait inédit, les travaux du séminaire gouvernemental ont pris fin avec la signature d'engagement de l'équipe Dogbé, et c'est en présence du chef de l'État fort Eswazina Gnassingbé. Nous reviendrons sur ce sujet dans le courant de cette édition. La production annuelle de volailles devra tripler d'ici à 2023 selon les projections du Togo. La filière avicole connaîtra un nouvel essor. Beaucoup de jeunes entrepreneurs s'intéressent au secteur qui est d'ailleurs identifié dans le PND comme un levier de promotion des industries de transformation. Sur quoi va se reposer concrètement ce redécollage de la filière avicole? Les éléments de réponse avec Augustin Kossi. C'est une filière identifiée dans le PND pour la promotion des industries de transformation de la chair de volaille. La filière avicole suscite de plus en plus d'engouement et a de l'avenir. Beaucoup de jeunes s'y adonnent avec l'appui du gouvernement. Ceux-ci ont bénéficié du mécanisme incitatif du financement agricole et ont installé leur ferme. Ils misent sur la promotion des chaînes de valeur.
les techniques sont là, les éleveurs sont là, les fermes sont là. Donc nos perspectives, aujourd'hui nous sommes à 4 000 par mois. Nous pensons que avec l'accompagnement du MIFA et l'amélioration du marché, nous puissions passer à 20 000 dans un premier temps d'ici la fin de l'année et puis aller à 100 000, pourquoi pas, sur les années à venir. Sur la production des œufs, nous avons l'ambition de produire plus d'1 million de plateaux par an. Donc nous sommes en train de travailler pour cela. Selon les projections au Togo, cette filière pourra générer jusqu'à 150 000 emplois à l'horizon 2025. La production annuelle de la chair de volaille devra tripler 60 000 tonnes d'ici à 2023. Les perspectives motivent et réconfortent les producteurs. Nous faisons l'élevage des poules pondeuses. Actuellement, nous avons une quantité de 55 000 poules pondeuses. Nous faisons aussi l'élevage des coquelicots destinés à la chair. Actuellement, nous avons une quantité de 12 000 têtes. Le projet voudrait que nous élevons aussi des poules parentaux qui vont nous donner des œufs qui seront incubés et nous donneront des poulets de chair. Nous avons plusieurs bandes de poules pondeuses et nous avons une quantité d'à peu près 50 000 têtes, des bandes qui ont déjà déclenché et des bandes qui viennent de déclencher. Donc actuellement, nous avons 1200 plateaux par jour d'œufs. Diverses initiatives gouvernementales sont entreprises pour justement structurer et accompagner les acteurs de la filière. La création des instituts de formation dédiés à l'élevage et du MIFA pour l'amélioration des financements bancaires dans la filière. Une cinquantaine d'entreprises spécialisées dans la fabrication des aliments pour les volailles est en cours d'installation. Aussi se mettent-elles au point des initiatives privées. La filière avicole au Togo a enregistré de 2010 à 2019 une hausse de 200% de l'effectif de la volaille, passant de plus de 8 millions de têtes à plus de 26 millions de têtes. Et pendant ce temps, la filière céréalière est en constante progression. La pandémie au nouveau coronavirus n'a pas du tout impacté le secteur. Les facteurs explicatifs de cette hausse de production céréalière, découvrons-les dans ce sujet de Dodo Wari. La production céréalière de plus en plus résistante face à la crise sanitaire de Covid-19. La campagne 2019-2020 est estimée à 1,3 million de tonnes, soit 7% de plus que la moyenne quinquennale. Les récoltes de maïs, principale céréale consommée au Togo, sont à 923 000 tonnes, soit 10% de plus que la moyenne. La production céréalière tient le coup malgré la pandémie grâce au plus favorable et à l'anticipation de l'État qui a satisfait les producteurs en intrants. Les précipitations ont été supérieures à la moyenne dans la plupart des régions depuis mars, ce qui a permis aux paysans de vite démarrer la campagne agricole, surtout dans le nord du pays. La bonne pluviométrie a également favorisé la germination rapide et le développement des cultures. L'État a également appuyé les producteurs en leur fournissant des semences améliorées, des engrais, des produits phytosanitaires ainsi que des services de mécanisation agricole grâce à un système de crédit à taux zéro. Toutes les conditions sont donc réunies pour réduire l'impact des mesures restrictives anti-Covid-19 sur les chaînes de valeur agricoles. Par ces bonnes conditions, la sécurité alimentaire reste favorable à une disponibilité alimentaire adéquate, au fonctionnement régulier des marchés et à la stabilisation relative des prix. Selon la FAO, les perspectives seront plutôt excellentes pour 2020. Cependant, cette prévision ne devrait pas réduire la dépendance du pays vis-à-vis de l'extérieur. Selon l'institution alimentaire, les besoins d'importation pour la suite de la campagne 2019-2020 devraient être légèrement supérieurs à la moyenne, soit 280 000 tonnes. Le Togo est reconnu comme pays excédentaire en production de céréales et cet élan est maintenu avec 70 000 tonnes d'excédents céréaliers enregistrés à la campagne agricole 2019-2020. Une première dans l'histoire du Togo, la chef de l'exécutif et tous les ministres se sont engagés devant le chef de l'État à bien suivre la feuille de route. Suivez ce reportage de Joseph Amigan.
L'acte de signature traduit l'engagement des ministres au respect de la feuille de route et l'atteinte des résultats en faveur des populations. C'est la toute première fois qu'on assiste à l'engagement du gouvernement après la présentation de la politique générale du gouvernement. Un engagement intervenu entre les ministres et le Premier ministre en présence du chef de l'État, Faure Sozmna-Gnassingbé. Une gouvernance en perpétuelle innovation. Le mot bilan reprend son droit de citer. Bilan, obligation de résultat, c'est ce qui va caractériser le travail du gouvernement actuel. Devant les caméras, les membres de la nouvelle équipe gouvernementale ont pris des engagements écrits de travailler d'arrache-pied pour atteindre les objectifs fixés par la nouvelle feuille de route stratégique pour les 5 prochaines années. La scène a l'air un peu surréaliste, mais elle est réelle. Pourtant, elle traduit la volonté du président de la République et du nouveau Premier ministre de gouverner autrement. Gouverner autrement en mettant au cœur de la gouvernance la responsabilité, le travail, l'efficacité, le compte rendu. Cela s'appelle la gestion axée sur les résultats. Elle paraît nécessaire au regard du nombre de défis importants à relever. Transformer l'économie togolaise tout en garantissant un partage de la prospérité au bénéfice des populations n'est pas un moindre défi. Mais c'est cette voie sur laquelle s'est engagé le Togo en s'appuyant sur les atouts des nombreuses réformes opérées ces dernières années. Engagé depuis lors dans des réformes hardies afin d'améliorer sans cesse son taux de croissance, le Togo dispose aujourd'hui d'une économie qui tient debout malgré les sérieuses menaces de la pandémie du coronavirus qui pèse sur elle. Le présent séminaire a été l'occasion d'outiller avec l'appui des experts internationaux les membres du gouvernement pour réaliser les ambitions du président de la République à travers la nouvelle feuille de route et le plan national de développement ajusté et révisé. Promotion et consommation des produits locaux pour poursuivre cette édition. Une entreprise de la place dénommée Made in Togo s'illustre bien dans le concept. Elle fait valoir les produits locaux aussi bien sur le plan national qu'international. Le secret, c'est à travers des plateformes et des applications. Visite guidée dans les locaux de Made in Togo avec Dodo Wari. Chaque jour, les produits du terroir traversent les frontières togolaises via plusieurs plateformes en ligne développées par ce jeune entrepreneur togolais. Une sorte de boutique virtuelle qui fait la promotion des produits et des biens sur le territoire national. Nous sommes à l'écoute des producteurs, des transformateurs qui sortent des produits et dès que nous sommes au courant de la sortie d'un produit, nous invitons ces promoteurs-là pour discuter avec eux et voir si les produits sont arrivés à maturité, c'est-à-dire si les produits ont été contrôlés, si le packaging est bon. Et nous leur proposons une insertion sur nos canaux, et notamment un annuaire numérique, ou bien sur la plateforme e-commerce, afin de donner l'accès aux produits par l'innovation. L'autre canal, c'est une saisie spontanée des promoteurs qui connaissent notre existence depuis des années et qui savent le travail que nous faisons sur le terrain et qui nous sollicitent. La technologie au service des produits locaux, une option pour la visibilité du savoir-faire togolais. En ce moment où le consommé local est mis en avant, l'initiative de Made in Togo est fort appréciée. Nous avons constaté au niveau de l'entreprise Made in Togo qu'il y a du bon boulot qui se fait ici, à travers leurs plateformes et à travers la visibilité qu'ils font sur un certain nombre de produits togolais. Nous avons beaucoup apprécié. Ils ont profité de l'occasion pour féliciter le promoteur. Made in Togo a également une boutique physique dans laquelle sont exposés les produits de toutes catégories alimentaires. La vision de l'entreprise est de nouer un partenariat avec le ministère en charge du commerce pour gagner le pari de la consommation locale. Deux nouveaux projets de plus à l'actif de WANEP Togo. Le premier est axé sur la cohésion sociale et la lutte contre la désinformation. Le second sur le renforcement de la résilience nationale face à l'extrémisme violent. 37 millions de francs CFA vont servir à leur réalisation. Le contenu et la durée de ces deux projets avec Immaculée Bawe Abalo, Marie-Ange Bida.
Un pas de plus dans la lutte contre l'extrémisme violent. WANEP Togo inaugure 2 nouveaux projets. Le premier table sur la cohésion sociale et la désinformation. Le deuxième ouvre son champ au renforcement de la résilience nationale du Togo face à l'extrémisme et à la violence. Le premier concerne une action à l'endroit de 40 jeunes de la sous-région venant des pays, à savoir la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo et puis la Guinée-Conakry. Et autour de ces 40 jeunes, il s'agira en fait de faire une semaine de rencontres d'échanges, mais aussi de formation, dans l'objectif de lutter contre la désinformation qui aujourd'hui est une menace à la sécurité et à la stabilité de nos États. Le second projet a comme bénéficiaires les comités cantonaux et préfectoraux de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent mis en place par le CIPLEV. Pour juguler le fléau, le Togo s'est inscrit dans la prévention et la lutte. Le département d'État des États-Unis, bras financier, apporte son appui à la concrétisation des 2 projets. On espère que ça va continuer la sensibilisation des populations générales, aussi bien que les différents partenaires de la CIPLEB, à les meilleures façons de faire face à les différents défis dont le Togo fait face par rapport à l'extrémisme violent et aussi cette réalité inquiétante du soi-disant fake news, des désinformations, qui est quelque chose qui roule autour du monde. L'extrémisme violent gangrène de plus en plus les sociétés africaines. WANEP Togo participe ainsi à la lutte commune. Vous le savez déjà, les élèves reprennent les cours le 26 octobre prochain. L'on observe ça et là la vente des articles scolaires. Comment les parents d'élèves préparent-ils cette rentrée si spéciale? Le Covid est dans la cité. Une de nos équipes a fait un tour dans les boutiques pour constater les préparatifs de la rentrée 2020-2021. Bunoué, Bassaï et Abili Nyansingbe. Autant les vacances ne se sont pas faites sentir, autant la rentrée scolaire 2020-2021 qui arrive à grands pas l'est. 26 octobre, date du retour des élèves en classe, aucun préparatif, aucun empressement, aussi bien chez les parents que les apprenants. Ici à Assivito, c'est le vide dans ces boutiques d'articles scolaires. Pas de vente, la situation est plus qu'inquiétante. Cette rentrée, c'est différent carrément. L'influence qu'on fait avant par rapport à cette année, c'est différent. Même les prix, on a cassé certains prix pour pouvoir liquider nos choses, c'est diminué carrément. En voyant la rue où vont les choses, ça ne donne pas du tout courage. Bon, les années précédentes, normalement, s'il y a la rentrée, ici, il y aura trop de monde. Mais rien ne bouge. Pour le moment, les parents ne sortent pas. C'est ceux qui payent en gros pour aller revendre qui sortent. Mais les prix sont en baisse. Seul ennemi pointé du doigt, la Covid-19. Pire encore, les réductions, elles, sont sans effet. Il y a peu de clients qui viennent alors que nous avons fait des réductions sur les prix. Nous exhortons donc les parents à essayer de mettre plus d'engouement. Covid-19 ou pas, elles ouvriront les classes le 26 octobre prochain. Certains parents ne veulent pas être surpris. À chaque rentrée, je viens ici pour acheter les vieux livres, les annales pour mes enfants. Il ne faudrait pas que les parents restent comme ça, sans rien entreprendre, et après tout, ils seront vraiment, c'est-à-dire surpris. La rentrée, nous la préparons activement. C'est vrai qu'au début, nous avons crié que les vacances, c'est trop long. Mais malheureusement, nous sommes surpris par la rentrée qu'on doit obligatoirement préparer, même s'il n'y a pas l'argent. J'encourage les autres parents à se préparer. Dans tous les cas, elle aura lieu. Il vaut mieux se préparer que d'être surpris. Même si la rentrée s'ouvre dans un contexte assez particulier, l'État togolais rassure. Des dispositions sont déjà prises pour assurer une bonne reprise à tous les acteurs. Le digital s'impose dans l'accompagnement des jeunes entrepreneurs. Nounia Lab et l'incubateur Cube viennent de lancer 2 plateformes numériques pour répondre efficacement aux besoins des jeunes porteurs de projets. Prime et Capital sont opérationnels depuis cet après-midi. Quelles sont leurs quintessences? Découvrons-les avec Ekwesala. Des idées de projets innovants, ces jeunes entrepreneurs en ont. Sur leur ordinateur, ils les développent. Dans le registre, ils sont nombreux à manquer de financement ou de soutien pour concrétiser leurs rêves. Les incubateurs Nounia Lab et Cube
mettent en place 2 plateformes pour leur venir en aide. Il s'agit de Prime et Capital. Au niveau de Prime, il y a la pré-incubation, c'est que vous avez des idées tout simplement non structurées. Vous pouvez avoir des idées et vous cherchez par exemple maintenant à les structurer, à faire des prototypes, vous passez en incubation. Vous pouvez avoir une entreprise aussi, qu'il y a beaucoup au Togo, qui ne sont pas encore structurés. Vous restez encore sur Prime en vous inscrivant plutôt en accélération. Lorsque vous avez déjà suivi ces formations-là avec votre structure et que vous savez que vous avez tous les éléments, alors vous allez sur Capital. Nous allons étudier les dossiers pour voir est-ce qu'on les valide pour vous dire que vous serez vraiment dans tel projet ou bien dans tel projet par rapport à ce que vous avez fourni et vous n'avez pas besoin de se déplacer pour venir chez nous, mais nous vous donnons directement les informations, comment vous réorienter sur un tel ou bien un autre produit. Favoriser l'émergence d'entreprises innovantes au Togo tout en mobilisant des partenaires au profit des jeunes entrepreneurs. C'est à cela que veulent aboutir Nunyalab et Cube en initiant ce projet. Une innovation pour aussi répondre aux attentes des jeunes entrepreneurs partout sur le territoire national. Les jeunes n'ont pas toutes les informations nécessaires pour déposer leur projet dans un incubateur. À travers cette plateforme, nous leur donnons l'opportunité d'être accompagnés du sud au nord. Alors qu'avant, ils sont obligés de venir dans l'incubateur Nunyalab qui se trouve à Amadakome. Les partenaires techniques et financiers ont exprimé leur adhésion à l'initiative. Les 2 plateformes numériques vont mettre à contribution plusieurs incubateurs locaux. Pour l'heure, ces plateformes sont opérationnelles sur les incubateurs Cube et Nunyalab. Il peint et sculpte les scènes de la vie, mais depuis un moment, c'est la crise sanitaire liée au Covid-19 qui l'inspire le plus. Une manière pour lui de contribuer à la sensibilisation contre la pandémie. Isaka Aruna a rendu visite à l'artiste Jean Koumi dans son atelier. Suivez. Amour, joie, espoir, des thèmes toujours présents dans ses œuvres. Après avoir rangé ses pinceaux un moment pour cause de Covid-19, Jean Koumi s'est trouvé une nouvelle inspiration, sensibiliser sur la pandémie de l'heure dans ses toiles. Le rôle de l'artiste dans la société, c'est de sensibiliser la population. Pour moi, je n'ai que mon pinceau pour inciter la population à être conscient de ce que nous traversons. Donc je peins des tableaux en cette période pour parler du Covid-19, qui est une maladie assez grave. La propagation est là. On incite la population à se protéger. Porter des masques, c'est pour protéger votre propre santé. C'est pour protéger les autres qui sont à côté de vous. Lavez les mains partout où vous rentrez pour éviter cette propagation. Mes œuvres, je les poste sur WhatsApp, le Facebook, l'Instagram. Et je reçois pas mal de likes des gens qui trouvent que l'artiste est sensible à ce qui se passe actuellement. Les œuvres de Koumi sont caractérisées par une présence du cœur et des yeux. Il est vrai que nous traversons un moment très difficile avec le Covid-19. Mais j'ai continué par mettre dans mes œuvres des cœurs, des yeux. Parce que pour moi, les yeux sont partout. Ils nous regardent, ils nous surveillent. Et pour moi, les cœurs, c'est ce cœur que je dédie au monde entier qui symbolise l'amour, la joie, la paix. Il est vrai que l'humanité était dans un moment de difficulté, mais le cœur doit continuer à s'aimer, à aimer son prochain. À l'instar de tous les secteurs socio-professionnels, la création artistique reste fortement impactée par la crise sanitaire liée au Covid-19. Mais celle-ci est loin d'altérer l'imagination de Koumi. Il appelle ses collègues à se réinventer et à donner plus de valeur au secteur de l'art. Le Covid-19, personne ne s'y attendait. Mais la maladie, voilà, elle est là. Donc, c'est très difficile pour les artistes en cette période. Mais j'incite tous les artistes à continuer à travailler, à s'inspirer de nouvelles inspirations. L'artiste a toujours un message à donner. L'artiste a toujours quelque chose à exprimer. L'artiste ne doit pas rester avec son pinceau et ses peintures pour dire aujourd'hui, voilà, je n'ai rien, non, je ne vais pas peindre. Il faut continuer à travailler. Et je pense qu'après ça paiera. Après que le Covid-19 sera parti,
on découvrira tout l'impact du travail de l'art. Jean Koumi s'inspire de l'environnement, de la nature, des végétaux, de l'espèce humaine, des animaux dans ses tableaux et sculptures. Ses œuvres sont soigneusement exposées dans cette salle aménagée et ouverte au public. Voici donc la situation de la pandémie au nouveau coronavirus à ce jour, mardi 13 octobre 2020. Le nombre de cas confirmés est de 1972, 23 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de guéris est de 1465, 4 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 457. Le nombre de décès, 50. Un nouveau décès depuis hier, un communiqué du professeur Moussa Fami Jiawa, ministre en charge de la Santé. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur la TVT La Première. Croyez au meilleur. Gardez toujours le sourire, quoi qu'il arrive. Excellente nuit à tous.